Moi, je suis Dr. Lortie et il faut recommencer. Alors, bonjour, je m'appelle Anne Lortie, je suis neuropédiatre à l'hôpital Sainte-Justine où je pratique déjà depuis de nombreuses années et mon intérêt particulier est pour les patients épileptiques. Qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie, c'est un déséquilibre entre des cellules qui sont excitées puis des cellules qui sont inhibées. Inhibées voulant dire qu'elles ne fonctionnent plus. Quand une cellule fonctionne, il faut qu'elle s'excite, mais elle ne peut pas rester excitée éternellement. Il faut à un moment donné qu'elle arrête d'être excitée et c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Donc, dans l'épilepsie, il y a trop d'excitation ou pas assez d'inhibition. Qu'est-ce qui fait qu'un patient devient épileptique? C'est quand il y a des cellules qui sont trop excitées ou pas assez arrêtées. Qu'est-ce qui fait que des cellules font ça? C'est soit un dommage au niveau de la cellule, donc un manque d'oxygène qui a abîmé la cellule, un traumatisme crânien qui a abîmé la cellule, une malformation au niveau des cellules. Quand les cellules sont mal formées ou elles sont mal organisées une à côté de l'autre, elles ne fonctionnent pas bien et deviennent trop facilement excitables ou pas assez facilement arrêtables. Il y a des conditions génétiques aussi qui donnent l'épilepsie. Les gènes sont super importants pour la fonction des cellules. Et si un enfant a une condition génétique qui fait que sa cellule ne fonctionne pas bien, une des manifestations, ça va être l'épilepsie. Alors, les enfants qui viennent au centre Filou sont des enfants qui ont des besoins spéciaux, soit au niveau de la motricité, au niveau de leur développement cognitif ou de besoin d'aide, tout ça. Et ces enfants qui viennent chez Filou sont des enfants qui, malheureusement, ont eu des dommages au niveau de leur cerveau ou un cerveau qui ne s'est pas développé normalement. Donc, ça peut être soit parce que ce sont des enfants qui ont manqué d'oxygène à la naissance, qui ont eu des malformations au niveau de leur cerveau ou qui ont des maladies génétiques, donc qui sont toutes des causes d'épilepsie. Donc, c'est pour ça que les enfants chez Filou ont souvent une condition épileptique associée à leur condition de base. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre des absences et être dans la lune? Ça, c'est une super bonne question. Et puis, ça ne concerne pas juste les enfants chez Filou. Tous les patients épileptiques, à un moment donné, les parents vont nous dire « Mais là, je ne sais pas, est-ce qu'il est dans la lune ou c'est une absence? » La meilleure façon de faire la différence, c'est de stimuler l'enfant. Alors, si on fait juste coucou à l'enfant en lui parlant comme ça, s'il est profondément dans la lune, il ne réagira pas. Pour stimuler un enfant chez qui on ne sait pas s'il est en absence ou s'il est simplement dans la lune, moi, je dis toujours aux parents, chatouillez-le. Si on le chatouille et qu'il réagit, c'est qu'il était simplement dans la lune. Si on le chatouille et qu'il ne réagit pas, il y a des bonnes chances à ce moment-là qu'il soit en absence. Le fait que ça dure plus ou moins longtemps, ça ne nous aide pas vraiment pour faire la différence parce qu'il y a des enfants qui peuvent être dans la lune 2-3 secondes, ce qui est bien souvent la durée d'une absence. Il y a des enfants qui peuvent faire des absences beaucoup plus prolongées. Ça peut aller jusqu'à 20-25 secondes. Et à ce moment-là, cette durée de temps-là ne nous permet pas de faire la différence entre c'est une absence versus il est dans la lune. La meilleure façon, on chatouille. Quels sont les types de crises d'épilepsie? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là parce qu'il y a des centaines de manifestations différentes de l'épilepsie. Grossièrement, on dit qu'il y a deux types. Il y a l'épilepsie qui est généralisée, donc qui va toucher tout le corps en même temps et qui, en général, s'accompagne d'une perte de connaissance ou d'une altération de l'état de vigilance. Et il y a la convulsion focale qui touche juste une partie du cerveau et c'est celle-là qui peut se manifester de tellement de façons variées. Ça peut être juste une main qui bouge, ça peut être le regard qui est dévié d'un côté, ça peut être un enfant qui commence à mâchonner puis qui ne répond pas bien à nos interactions. Donc, comme il y a plein de structures dans le cerveau, puis il y a des milliards de cellules, bien, les manifestations vont varier en fonction des cellules qui sont touchées. Par contre, les crises généralisées, elles, il y en a beaucoup moins de types que ça. C'est soit des crises qu'on appelle tonico-cloniques, donc l'enfant devient raide, puis après ça, il va avoir des clonies. Il peut être juste raide. Il peut, au contraire, devenir tout mou. C'est les crises qu'on appelle atoniques. Donc, ce sont des enfants qui tombent tout d'un coup au sol. Il y a des petites myoclonies. Donc, c'est des enfants qui vont avoir des sursauts de différents muscles. Et il y a les fameuses absences dont on a parlé un peu plus tôt, où il n'y a pas de mouvement. L'enfant il tient debout, donc il ne perd pas connaissance, mais il n'est plus en contact avec l'environnement. Donc, ça, c'est les types de crises généralisées qui sont beaucoup moins nombreuses que les focales qui, elles, il y en a toutes sortes de sortes. Est-ce qu'il y a des conditions qui sont favorables à déclencher des épisodes épileptiques?
Je vous dirais qu'il y en a deux que les parents d'enfants épileptiques connaissent bien. C'est si l'enfant est malade, si l'enfant fait de la fièvre, si l'enfant a n'importe quelle raison pour faire de la fièvre, ça abaisse le seuil convulsif qu'on dit. Ce que ça veut dire, c'est que l'enfant va avoir beaucoup plus de facilité à rentrer en convulsion, probablement parce que la fièvre favorise ce débalancement entre l'excitation et l'arrêt de l'activité des cellules dont on parlait un peu plus tôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un enfant fatigué va avoir beaucoup plus de facilité à faire des crises convulsives, des crises d'épilepsie. Probablement parce que l'activité cérébrale est un peu modifiée au moment de la fatigue et les crises d'épilepsie ont plus de facilité à ce moment-là à se manifester. Il y a une autre chose qui favorise les crises d'épilepsie, mais ça, c'est pas... Parce que la fièvre, la fatigue, c'est tous les patients épileptiques. Mais il y a une autre situation qui peut favoriser des crises d'épilepsie, mais ça, c'est des patients bien spécifiques. C'est la stimulation lumineuse très rapide, les flashs lumineux, là, comme par exemple... Dans les discothèques à l'époque, quand il y avait la boule disco au plafond, puis qu'il y avait la lumière qui était projetée dessus, puis que ça faisait des flashs lumineux. L'autre exemple que je donne souvent, moi, c'est quand on passe, par exemple, sur le pont Jacques-Cartier et que le soleil est là et qu'on passe devant les barreaux du pont Jacques-Cartier, la lumière va flasher à ce moment-là. Donc, ce genre de flash lumineux-là, ça peut déclencher une crise convulsive. Quand est-ce qu'on amène un enfant à l'hôpital quand il fait une crise? Ce que je dirais d'abord pour rassurer, c'est que la grande majorité des crises, 85% des crises, durent moins de 5 minutes. Quand la crise dure moins de 5 minutes, on n'a pas besoin d'aller à l'urgence. La crise, elle va arrêter d'elle-même et il n'y a rien que l'urgence va faire de plus que ce que les parents pourraient faire. L'autre condition, la dernière pour laquelle il faut aller à l'urgence, où il faut appeler le 911, une crise, ça a un début, ça a une fin. Quand la crise se termine, l'enfant il est fatigué après sa crise, si ça a été une crise généralisée, puis pendant 15, 20, 30 minutes, il peut être profondément endormi. Par contre, quand on touche tout ça, il va réagir, il va grogner, il va bouger un peu. Si l'enfant, au bout de 15-20 minutes, ne réagit absolument pas quand on le stimule, il reste complètement immobile, il fait aucun mouvement, aucun son, ça peut vouloir dire que l'activité épileptique est encore là au niveau du cerveau, mais qu'il n'y a plus de manifestation clinique. Et ça, c'est une autre condition pour laquelle il faut aller à l'urgence. Il y a des enfants pour lesquels les conditions d'aller à l'urgence sont pas les mêmes que pour la population générale. Donc, une crise qui dure plus de 5 minutes, un enfant qui se réveille pas après 15-20 minutes, qui réagit absolument pas, ou un enfant qui aurait des difficultés respiratoires. Il y a des enfants pour lesquels l'indication d'aller à l'urgence sont différentes parce que ce sont des épileptiques bien connus dont on connaît le pattern normal des crises. Donc, il y a des enfants qui, quelle que soit la crise, elle va toujours durer 20 minutes, 10 minutes. Elle va toujours être plus longue que 5 minutes et quelle que soit la crise, si elle dure 20 minutes, l'enfant va redevenir bien après. Donc, il y a des enfants pour lesquels il y a des protocoles spéciaux. Ces enfants-là sont connus. C'est le docteur avec les parents qui fait le protocole, qui font les deux le protocole, où ça va être clairement indiqué. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que si le patient fait sa crise qui dure moins de 5 minutes ou qui est son pattern habituel, mais qui en fait plus que d'habitude, là, il faut quand même communiquer avec son médecin traitant parce que ça veut dire qu'il y a probablement un ajustement de médication à faire. Mais c'est pas nécessaire de passer par l'urgence à ce moment-là. Quelles sont les conséquences à court terme et à long terme des crises d'épilepsie? Ce sont des conséquences complètement différentes, puis on les distingue bien l'une de l'autre. Les conséquences à court terme, je vous dirais que c'est beaucoup d'énervement pour le monde autour, mais probablement peu pour l'enfant. Si c'est sa crise habituelle et qu'il en fait une de temps en temps, il n'y a pas vraiment de conséquences. Mais effectivement, c'est le branle-bas de combat à l'école ou à la maison quand ça arrive. Ce qui va causer conséquence, c'est si on n'a pas mis en place les mesures de sécurité, donc à savoir si on n'a pas tourné l'enfant sur le côté pour pas qu'il aspire dans ses poumons sa salive, si on ne l'a pas protégé pour pas qu'il tombe en bas du lit ou qu'il se fasse mal contre les meubles autour, ça, il y a une conséquence, évidemment, qui est une conséquence parce que on n'a pas pris bien en charge la crise au moment où elle se déroule. Mais en dehors de ça, la crise unique de temps en temps qui dure moins de 5 minutes, il n'y a pas de conséquences. Sauf peut-être ajuster les médicaments quand le médecin est avisé. Une crise qui dure plus de 5 minutes, qui ne s'arrête pas, on considère, nous, en tant que médecins, là, on considère que ces crises-là, c'est comme
On va intervenir auprès de ces crises-là très rapidement parce que si on sait que si on ne l'arrête pas, la crise, au bout de 30 minutes de crise avec des mouvements, là, il peut avoir des conséquences sur le cœur et la tension artérielle des enfants. C'est pour ça qu'on dit 5 minutes, la crise n'a pas arrêté, vous appelez le 911. Le 911, l'ambulance va arriver puis va prendre en charge le cœur, la tension artérielle des enfants. C'est comme un exercice physique hyper intense, une crise convulsive. Puis si l'enfant fait cet exercice-là sans prendre le temps de bien respirer, avec une tension artérielle qui augmente à cause de la crise, ça peut le fatiguer, puis ça peut avoir des conséquences. Mais c'est extrêmement rare, en fait, que l'enfant ne soit pas pris en charge en dedans de 30 minutes et qu'on n'arrive pas à contrôler la situation. L'autre conséquence des crises, c'est si l'enfant fait beaucoup de crises à répétition. On l'a dit au début, la crise, c'est aux dépens des cellules. C'est les cellules qui fonctionnent trop et qui ne sont pas assez rapidement arrêtées. Donc, si c'est toujours les mêmes cellules qui fonctionnent sans arrêt à cause de la crise, ça peut finir par abîmer les cellules et à ce moment-là, l'enfant peut développer des dommages au niveau de ces cellules et faire que ces cellules-là ne fonctionnent plus bien. Donc, je vous donne un exemple. Un enfant qui ferait à répétition plusieurs fois par jour toujours la même crise au niveau de toujours les mêmes muscles, ça finit par fatiguer les cellules qui commandent ces muscles-là et à répétition, l'enfant peut avoir plus de difficultés à faire bouger de façon volontaire ces muscles-là parce que les cellules qui sont responsables des mouvements ont été abîmées par les crises répétées. Comment est-ce qu'on contrôle les crises d'épilepsie? Alors, si dans l'immédiat, là, le parent, le professeur, l'intervenant qui est là ne peut pas contrôler la crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie, c'est une commande du cerveau. Elle va s'arrêter quand le cerveau va arrêter sa commande. Par contre, on peut intervenir. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire physiquement pour arrêter la crise. On ne peut pas immobiliser le patient, on ne peut pas l'asseoir, le mettre debout, le coucher. Ça ne changera rien. La crise a fait son temps. Par contre, on peut intervenir avec des médicaments. Donc, il y a des médicaments qui peuvent se donner au décours d'une crise et qu'on va donner en général si la crise va au-delà de 5 minutes. C'est des médicaments qui peuvent se donner par la bouche, qui peuvent se donner en intranasal, qui peuvent se donner par la voie rectale. Ce sont des médicaments qu'on appelle en bon français, des rescue médicaments, donc des médicaments de secours. Par contre, l'idéal, c'est plutôt d'empêcher les crises de survenir et ça se fait avec des médicaments antiépileptiques. Donc, ce sont des médicaments que l'enfant doit prendre tous les jours, 2 à 3 fois par jour, pour empêcher la crise de se développer. Donc, quand un enfant commence une crise, première chose à faire, regarder sa montre. Ça paraît complètement antinaturel là, parce que c'est l'enfant dont on veut s'occuper, mais c'est essentiel parce que pendant une crise peut durer 30 secondes. Le parent, il va avoir l'impression que ça va avoir duré 15 minutes tellement il est impressionné par la crise. Donc, première chose, on regarde l'heure. Pourquoi? Parce qu'une crise, dans 85% des cas, elle va s'arrêter toute seule en dedans de 5 minutes, mais si elle dure plus de 5 minutes avec des mouvements, il faut appeler le 911. Donc, première chose, on regarde sa montre. Deuxième chose, on protège l'enfant. Donc, on le protège pour pas qu'il se fasse mal en faisant des mouvements. Là, quand je dis ça, c'est évidemment la crise où l'enfant a des mouvements. La crise où l'enfant est juste à une déviation de la tête comme ça, par exemple, il n'y a pas de danger de se faire mal à cet enfant-là. Mais l'enfant qui aurait des mouvements, qui pourrait tomber en bas de son lit, qui pourrait se frapper, on le protège, donc on le sécurise en le mettant au milieu de son lit, en le mettant au sol, en éloignant les objets contre lesquels il peut se faire mal. Et immédiatement, quand on constate la crise, après avoir regardé l'heure et après avoir sécurisé l'environnement, on met l'enfant sur le côté parce que pendant une crise, quelle que soit la crise, même la crise où l'enfant a juste une déviation, il peut avoir plus de salive qui se fabrique, mais quand il y a des mouvements, c'est clair qu'il y a plus de salive qui se fabrique et on ne veut pas que l'enfant s'envoie sa propre salive dans ses poumons parce qu'il perd son réflexe de protection au niveau de la gorge, donc il peut s'envoyer la salive dans les poumons plutôt que l'avaler et ça, on veut éviter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réconforter l'enfant après la crise? Je dirais même dans certaines crises, pendant la crise, parce qu'il y a certains enfants qui vont être partiellement conscients pendant la crise
Et on peut être à côté d'eux et leur dire « je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là » et être proche d'eux. Moi, je conseille aux parents de ne pas les envahir parce que bien souvent, ils ont quand même une perturbation il y a une certaine perturbation de leur conscience de l'environnement et puis ils peuvent mal interpréter quand on s'approche d'eux. Ils peuvent se sentir un peu agressés. Donc, moi, je dis aux parents, restez autour de l'enfant, parlez-lui, rassurez-le. S'il est à moitié conscient, il va être rassuré de savoir que vous êtes là. Si l'enfant est dans une crise où il n'y a pas du tout de conscience, ça ne sert à rien de lui parler, il n'entend pas. Mais nous, ça nous rassure d'être là auprès de lui, donc on reste à côté de lui. Une fois que la crise est finie, moi, ce que je conseille aux parents, c'est de s'assurer que la crise est finie, on peut dégager la salive s'il y en a encore qui coule, et puis on met l'enfant dans une position confortable. Encore une fois, moi, je suggère aux parents de ne pas prendre leur enfant dans leurs bras ou de ne pas être trop proche d'eux parce qu'il y a des enfants qui émergent de leur crise et qui comprennent mal ce qui se passe et à ce moment-là, encore une fois, peuvent se sentir agressés par le fait qu'on soit trop proche d'eux. Donc, encore une fois, on est là, on leur parle, on les rassure et quand ils émergent complètement, ben là, on peut les prendre dans nos bras et leur dire que c'est fini. Quand ils ont fait une crise avec beaucoup de mouvements, on sait qu'ils peuvent avoir une fatigue musculaire. Donc, certains enfants, effectivement, vont être plus chigneux après une crise, plus inconfortables. Ça peut être parce qu'effectivement, ils ont une fatigue musculaire. Et donc, à ce moment-là, on peut leur donner un peu de Tylenol ou de Tempra pour soulager cette fatigue musculaire-là. Et ce sont les parents qui sont les meilleurs, qui apprennent à mieux connaître leur enfant et qui vont pouvoir informer la gardienne, l'école. Mon enfant, quand il commence une crise, c'est ça qui va se passer. Donc, vous allez savoir qu'il y a une crise qui s'en vient. Ça fait plaisir.